Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, toujours sur En toute puissance, toujours par Hacking Social, et plus particulièrement par V6 de Hacking Social. Je vous remets les liens dans le chat, évidemment, HS, pour avoir accès soit au blog Hacking Social, où il y a les différents écrits comme En toute puissance, soit à la chaîne YouTube Horizon Gull, qui est plus particulièrement gérée par Shaika, et qui est une série de vidéos YouTube traitant de divers sujets, mais toujours par rapport aux sciences sociales. D'ailleurs, actuellement, il y a toute une série de dossiers qui sont faits sur l'autoritarisme. C'est vachement intéressant. Vraiment très intéressant. J'ai hâte de voir la suite pour le coup, parce qu'on est à 3 vidéos sur 5 prévues, il me semble. Et vraiment, les 3 premières sont vraiment très très bien. Elles sont vraiment très cool. Le travail est de qualité, sachez-le, aussi bien sur le blog que sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, à aller checker tout ça. Nous, on va continuer exactement là où on s'est arrêté tout à l'heure, donc à la fin de la dernière VOD. Et on reprend tout de suite. À l'universalité de la reconnaissance de la souffrance et à l'aspiration du bonheur, tout s'ensuit la conscience de l'interdépendance, de la connexion de tout avec tout. On imagine tout l'amour et la bienveillance que l'on peut porter pour un être humain, un animal, qui nous est cher. On se laisse imprégner de ces sentiments. Ensuite, on étend ces sentiments et pensées altruistes à ceux qu'on connaît moins, même ceux qui sont parfois maladroits dans leur tentative d'échapper à la souffrance. Puis, on va encore plus loin, incluant dans cette bienveillance ceux qui nous ont fait du tort, ceux qui nuisent à l'humanité en général. Cela ne signifie pas que nous leur souhaitons de réussir dans leurs entreprises malveillantes. Nous formons simplement le vœu qu'ils abandonnent leur haine, leur avidité, leur cruauté, leur indifférence, qu'ils deviennent bienveillants, qu'ils deviennent soucieux du bien d'autrui. Portons sur eux le regard d'un médecin sur ses patients les plus gravement atteints. Enfin, embrassons la totalité des êtres sensibles dans un sentiment d'amour illimité. J'ai mis en gras cette phrase car elle n'est pas forcément présente dans d'autres types de méditation. Or, il me semble que cela soit une étape particulièrement importante et à défi, car c'est un mouvement de pensée qui est plus inhabituel que d'éprouver de l'amour pour des personnes bienveillantes. Et on voit qu'il y a d'ores et déjà une compassion à l'œuvre sous son aspect motivation. Cet amour ne consiste pas à être indulgent envers leur comportement problématique, mais il se niche dans le souhait qu'ils parviennent à abandonner la haine qui cause de la souffrance et des comportements problématiques. Ça, c'est vachement important. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, notamment quand je vous parlais des personnes des ressources humaines qui pouvaient parfois être vues justement comme manquant d'empathie, manquant de compassion. Très très souvent, ce n'est pas un problème dû à la personne qui occupe le poste, c'est vraiment dû à un problème de la manière dont est structuré leur travail, dont malheureusement les RH très régulièrement, notamment dans le monde occidental du travail, sont conditionnés, sont obligés de fonctionner avec des impératifs particuliers qui sont très très loin en fait d'être de la compassion et qui ne permettent pas du coup à des personnes qui sont capables de faire preuve d'empathie et de compassion de pouvoir exprimer cette empathie et cette compassion dans leur travail. Et du coup, on pourrait retrouver encore une fois cette vision-là de se dire, mais en fait, finalement, ils ont été oppressifs, ils ont été violents, ils ont été validistes, ils ont été plein de choses, ce qui arrive régulièrement, hein, je l'ai déjà constaté moi-même. Hein. Mais en fait, tu te rends compte que c'est pas forcément de leur faute, et même si c'est de leur faute, c'est pas forcément quelque chose qui va rester sur le temps. Parce que les conditions peuvent changer, parce que leurs conditions de travail peuvent changer, parce que leur vie peut changer. Et imaginons quelqu'un qui, par exemple, fait preuve de validisme en tant que RH, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un qui donc, pour être plus précis, pour ceux qui ne connaisseraient pas forcément le terme validiste, ne reconnaissent pas les handicaps ou en tout cas vont être très méprisants par rapport aux handicaps, vont considérer que finalement c'est qu'une question de volonté, que si tu veux, tu peux passer au-dessus, ce genre de bêtises. Là, tu peux avoir des personnes qui en fait vont tout simplement se retrouver un jour dans une situation à être eux-mêmes en situation de handicap. Parce que ça c'est un point important d'ailleurs au passage, on est dans des situations de handicap. Et c'est pas la même chose que de dire de quelqu'un que c'est un handicapé et ainsi de suite. L'idée que quelqu'un est un handicapé de manière générale, ça sous-entend que c'est quelqu'un qui est diminué, qui est moins. Or, c'est pas le cas. On est dans des situations de handicap et c'est pas la même chose. Ça veut dire que dans une certaine situation, pour des raisons X ou Y qui peuvent être dues à notre santé, à la manière dont notre corps est fait, on ne peut pas répondre à tel ou tel besoin, compétence qu'exigerait la situation. Par exemple, si vous êtes tétraplégique, vous allez avoir du mal à être manutentionnaire. Ça va être compliqué, on va pas se mentir. Et donc dans cette situation-là, vous allez être en situation de handicap. Vous n'êtes pas à même de réaliser cette tâche. Ce n'est pas possible. Mais en fait, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous êtes un incapable, ça ne veut pas dire que vous êtes diminué. C'est juste différent.
Et il y a d'autres choses que vous pouvez faire très très bien et que d'autres personnes, à contrario, ne pourront pas du tout faire. Et ça, c'est un aspect qui est très important et qui souvent dans le validisme passe complètement à la trappe. On a tendance à voir les gens comme étant diminués, comme étant moins, des humains inférieurs finalement. Et c'est vraiment extrêmement toxique et mauvais. Et donc j'ai déjà vu des RH faire preuve de ça, être vraiment validiste. Sauf que je connais une RH en particulier qui s'est retrouvée à avoir un accident de voiture et du coup elle s'est retrouvée dans une situation de handicap. Et bah là, bizarrement, ça l'a fait réfléchir, ça l'a fait prendre conscience à des choses qu'elle n'avait jamais pu prendre conscience avant parce qu'elle ne le vivait pas. Et donc du coup, il faut bien garder cette idée que les gens qui peuvent manquer de compassion, qui peuvent même avoir des comportements extrêmement agressifs, dominants, violents envers autrui, et ben en fait, ils ne sont pas condamnés à rester dans cette vision-là. Ils peuvent être amenés pour différentes raisons, que ce soit des gens qui les aident là-dessus, ou par leur propre vie, à être amenés à constater certaines choses et du coup à changer. Ils peuvent changer, ils peuvent devenir bienveillants, ils peuvent quitter ces comportements toxiques, violents, dominateurs et ainsi de suite. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte en général. Là, évidemment, on est sur tout ce qui est altruisme, compassion. Donc forcément, on a un focus dessus par le fait même du sujet qu'on aborde. Mais je pense que c'est vraiment important de se rendre compte que les gens ne sont pas oppressifs pour le plaisir d'être oppressifs. Hein. Non, on est dans des systèmes, on est dans des constructions qui poussent à ça. Et comme ça l'a déjà été dit beaucoup plus tôt, donc dans la précédente VOD, la compassion ne peut pas être mise en pratique dans certaines situations parce que le contexte ne le permet pas. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas capable de faire preuve de compassion, qu'elle n'est pas capable de faire preuve d'empathie. Elle peut tout à fait, et en général, elles en sont capables. C'est juste que la situation ne leur permet pas d'exprimer cette compassion, cette empathie. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut axer le travail et la vision des choses. Il faut bien se rendre compte que les gens ne sont pas des connards pour le plaisir d'être des connards. C'est rare, ça peut arriver, vous pouvez tomber sur une personne qui est toxique, ça arrive, il y en a partout. Mais la plupart du temps, les gens n'ont juste pas conscience de ce qu'ils font, ne prennent pas conscience de ce qu'ils vous font vivre en face. Et il peut y avoir un travail qui peut être fait pour justement les amener à prendre conscience de ça. Et c'est très 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 important de le mettre en avant. Et bonjour Pierrot, je crois que je t'ai déjà vu. Peut-être. Bienvenue à toi, en tout cas tu es désormais une petite fougère qui s'agite dans le vent. Du coup, mets-toi bien, on est en plein live lecture et plus particulièrement sur l'altruisme. On est sur un livre de sciences sociales qui s'appelle En toute puissance, qui a été écrit par V6. Vous retrouverez le lien à la commande HS, HS dans le chat, qui vous donnera accès au site web du hacking social ou à la chaîne YouTube de Horizon Gull. Et tout simplement, ça vous permettra d'accéder à ces ressources-là qu'on est en train de lire ou à d'autres ressources sur les sciences sociales plus généralement. Je continue la lecture. Il s'agit ensuite de susciter la compassion. On imagine qu'un être cher a subi par exemple un accident de voiture, les secours tardent à arriver. On ressent alors la souffrance comme si c'était la nôtre. Et à cela se rajoute de l'angoisse et de forts sentiments d'impuissance. Cette douleur peut être insupportable. Et c'est à ce moment-là qu'on doit se laisser aller à un immense sentiment d'amour pour cette personne. Imaginons la prendre dans nos bras, remplacer chaque atome de souffrance par un atome d'amour. Puis on étend cette compassion à d'autres êtres, avec le souhait qu'ils soient libérés des souffrances. Cette volontaire confrontation avec la souffrance en tant que telle peut parfois être ignorée d'autres programmes. Parfois aussi, il y a une compassion directe, sans cet aspect d'empathie. Mathieu Ricard et ses méditations ont également été étudiées en laboratoire, et les chercheurs lui ont demandé de se centrer sur l'empathie, afin de voir la différence avec la compassion. Il a par exemple été neurologiquement suivi, alors qu'il faisait une méditation où on lui demandait de se centrer sur l'empathie, en repensant à un documentaire sur un orphelinat. Les enfants handicapés y étaient quasi abandonnés à leur sort. Beaucoup d'entre eux mouraient chaque mois, tant l'orphelinat n'avait pas les moyens de les soigner. Pendant 1 heure, il s'est imaginé leur souffrance, et c'est devenu très difficile à supporter pour lui, car il ne pouvait pas, selon les conditions de l'expérience, l'imaginer sur un mode compassionnel. Une dame qui travaillait en crèche était très méchante avec des petits garçons que j'ai gardés quand il était en maternelle. Elle était méchante verbalement car il faisait du spectre autistique. Il fallait mettre en œuvre des outils pour cet enfant, car par exemple il refusait de manger dans une assiette. Ils ont dû dessiner une assiette sur la table pour que peu à peu il accepte l'assiette. Mais oui, ça c'est quelque chose qui encore une fois est très souvent complètement ignoré. C'est que beaucoup de gens sont, malheureusement, du fait même de la manière dont notre société fonctionne, sont incapables de comprendre la différence. Et quand je dis de comprendre la différence, c'est-à-dire qu'ils vont voir la différence, mais ils vont considérer qu'en fait cette différence est anormale, que leur mode de fonctionnement est le mode de fonctionnement normal, et qu'au final cette personne, si elle n'a pas ce mode de fonctionnement, c'est parce qu'elle fait l'effort de ne pas l'avoir, et que du coup elle pourrait donc tout à fait se comporter comme la personne se comporte.
Et ça, c'est vraiment un gros problème. Parce que du coup, on arrive sur des situations où, notamment verbalement, on est très violemment. On est très très violent avec les autres gens. Mais vraiment, vraiment très violent. Sans même s'en rendre compte. Parce qu'on se dit, mais l'autre, il a qu'à faire un effort, c'est bon quoi. Alors qu'en fait, non, c'est absolument totalement différent et incapable de avoir ce fonctionnement normal. C'est justement ce fonctionnement soi-disant normal qui est totalement anormal pour les personnes. Dans le cas, par exemple, des troubles autistiques, mais pas que. Cette dame disait que ses enfants avec des troubles n'avaient rien à faire à l'école. Et un jour, elle a eu un enfant faisant partie du spectre autistique. Aujourd'hui, l'enfant s'adapte bien à l'école et elle a largement revu son jugement. Mais tout à fait. Et c'est là où vous voyez justement le constat, c'est que quand ça arrive à la personne, quand ça arrive directement ou qu'elle est en tout cas concernée par un rapport très proche, on va dire, par exemple là, le fait d'avoir un enfant autistique, on est confronté à la réalité, à cette réalité qui n'est pas notre réalité. Et quand on est confronté à cette réalité qui à la base n'est pas notre réalité, eh ben, ça devient notre réalité puisqu'on y est confronté. Et donc du coup, on va se rendre compte de tout ce qu'on ne se rendait pas compte avant. On va se rendre compte que, en fait, on était super violent, qu'en fait, on avait un jugement qui était totalement inadéquat, qu'en fait, on n'était pas du tout dans la compassion, on était dans un jugement et qu'il faut le remettre en question. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'encore une fois, ça montre que les personnes ne sont pas condamnées à avoir des comportements qui sont, par exemple, validistes. Là, dans le cas notamment du champ autistique et du comportement de cette dame par rapport aux enfants autistiques avant, on n'est pas condamné à avoir des personnes qui ont des comportements validistes, qui resteront avec leurs comportements validistes ou racistes ou patriarcaux ou ce que vous voulez, peu importe le comportement négatif qui est exprimé. Les personnes ne sont pas condamnées à ça. Il faut que les conditions soient réunies, et ces conditions peuvent être assez diverses et variées. Ça, là par exemple, elle s'en est rendue compte parce qu'elle a eu un enfant qui était du champ autistique. Mais par exemple, on peut imaginer qu'il avait une vraie formation sur ces questions-là, qu'elle avait vu des gens dont c'était le métier, qui savaient vraiment comment est-ce qu'on travaille avec des enfants autistiques, que vraiment on lui montrait par A plus B à quel point elle était dans l'erreur, à quel point elle était violente par rapport à ce qu'elle faisait vivre à ce gamin. Peut-être qu'elle se serait rendue compte en fait de l'écueil de son comportement. Peut-être qu'elle se serait rendue compte justement à quel point c'était pas bon si vraiment on lui mettait, on va dire, son nez dans son caca, pour parler un peu salement, mais crûment, mais dans les faits, ça peut être vraiment par énormément de biais différents qu'on peut pousser les gens à avoir des comportements plus bienveillants, plus positifs envers leur entourage et envers notamment là encore une fois dans ce cas-là précis avec des enfants autistiques. Je reprends. Tap tap tap. Puis la chercheuse Tanya Singer lui a aussi ensuite demandé de continuer cette méditation, mais cette fois sur le versant de la compassion. Et en scanner, à peine eus-je fait basculer l'orientation de la méditation vers l'amour et la compassion, que mon paysage mental se transforma du tout au tout. Les images de la souffrance des enfants étaient toujours aussi présentes et aussi fortes. Mais au lieu de créer en moi un sentiment de détresse, d'impuissance difficile à supporter, je ressentais à présent un profond courage lié à un amour sans limite envers ces enfants. Au lieu de ne savoir comment approcher cet enfant si fragile qui gémissait au moindre contact, ou à cette personne ensanglantée, je les prenais maintenant mentalement dans mes bras. Je les baignais de tendresse, d'affection. Et j'étais convaincu que, dans une situation réelle, j'aurais su entourer ces enfants d'une tendresse qui ne pouvait que leur apporter du réconfort. Et bonjour tendu, c'est fini Lina. Non, on essaie juste de reprendre un peu les live lectures. Demain, on recontinuera un petit peu les magnifiques archives de Lina et on fera un peu de puzzle. Mais après, par contre, je pense qu'on ne refera pas forcément d'archives de Lina la semaine prochaine. C'est juste que là, on est jeudi. J'essaie de reprendre un peu le jeudi lecture quand même. À la base, c'est ce qu'on avait dit. Donc voilà, j'essaie de vraiment un peu remettre du cadrage dans les streams, comme on dit. Mais du coup, demain, par contre, on refera les archives de Lina un petit peu. Je passe en coup de vent, bientôt la séance de moto, sous la pluie, trop bien. Ah, j'espère que ça se passera bien malgré la pluie, du coup. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va plutôt très bien. Ce matin, du coup, j'ai pas lancé le live parce que j'étais au veto avec le chat. Et le chat va beaucoup mieux. Il a commencé à s'alimenter à nouveau en prenant notamment du thon en boîte. Ça, il accepte enfin de le manger, quoi. Il accepte de manger quelque chose, donc ça fait plaisir. J'ai encore des petits traitements à lui donner. On va refaire une séance de contrôle au vétérinaire à la fin du mois, le 25, je crois. Le samedi 25 de souvenir. Donc il y aura un peu plus de nouvelles à ce moment-là, mais en tout cas, il reprend du poil de la bête et ça fait plaisir. La vétérinaire est vraiment très très contente de l'avoir vu comme elle l'a vu aujourd'hui parce que là, pour le coup, il respire vraiment bien. Quand elle a un petit peu essayé d'écouter au niveau de ses poumons, elle a dit franchement, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de choses qui bloquent. Il n'a plus la respiration sifflante, il est vif,
il bouge, il vocalise aussi, le chat fait des miaulements, il papote, quoi, donc c'est bien. Vraiment, il est vif et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mouah. Un gros bébé chat. Bref, donc du coup plutôt cool. Et toi, bah, j'espère que ça va bien aussi, j'espère que tu te portes bien. Je continue la lecture. Les chercheurs ont analysé les données de ces deux formes d'états mentaux. Et la compassion versus l'empathie a montré que des zones liées à l'émotion positive étaient activées. Éprouver des sentiments et des élans extrêmement positifs face à la souffrance peut être perçu comme dérangeant, voire malsain. Mathieu Ricard précise le pourquoi de cette démarche inhabituelle en rappelant qu'il ne s'agit pas pour le méditant de se faire du bien en se soulageant de sa détresse, mais presque de s'entraîner à des situations réelles. Les émotions étant contagieuses, mieux vaut contaminer de calme et d'attention bienveillante que du désespoir ou de l'angoisse. C'est déjà une première aide. Ça, c'est vachement intéressant. Parce qu'on revient sur l'idée quand même que les émotions se transmettent. Les gens sont capables assez largement de faire preuve d'empathie. Autrement dit, de comprendre et de ressentir les émotions d'autrui. Donc effectivement, ce travail de se dire, en fait, je vois des gens en souffrance, je vais être bien, je vais être heureux. On pourrait se dire, c'est un peu malsain quand même. Tu vois les gens qui sont en souffrance et tu kiffes ton moment. C'est chelou. Mais en fait, il faut s'éloigner de l'idée que on ressent du bien-être parce qu'on voit des gens souffrir. Non. On ressent du bien-être pour essayer de transmettre ce bien-être aux gens qui sont actuellement en souffrance. Pour essayer justement de leur permettre un petit peu d'évacuer une part de cette souffrance. Parce que l'émotion va être capable d'être contaminée et capable d'être transmise à autrui. Donc c'est vraiment l'idée non pas d'avoir un plaisir par la souffrance des autres, mais au contraire d'essayer de réduire la souffrance des autres en leur transmettant un plaisir, en leur transmettant en fait des émotions, on va dire, positives. La formation à la compassion chez les enseignants et les élèves. Un programme réalisé en terrain scolaire, le CEB, Cultivate Emotional Balance, cultiver l'équilibre émotionnel. Le CEB dure 8 semaines et combine à la fois une formation aux compétences attentionnelles, shamatha, et une formation aux compétences émotionnelles. Les sources éthiques bouddhistes y sont centrales. Les instructeurs mettent l'accent sur les 4 incommensurables: compassion, amour bienveillant, joie empathique, impartialité. Il s'y déroule des exercices de méditation sur l'amour altruiste, l'extension de la compassion à des personnes pour lesquelles cela peut être difficile, similaire aux exercices décrits par Mathieu Ricard. Il discute énormément autour de ces exercices, analyse par exemple les difficultés qu'il y a à compatir pour des profils qui ont commis des actes nuisibles. Est-ce que du coup le pervers narcissique, je parle ici de la psychopathologie, pas le terme utilisé à tort et à travers pour parler des gens toxiques, est capable d'empathie et choisit de ne pas faire preuve de compassion? Mais tout à fait, en fait, il faut bien se rendre compte que l'empathie n'est pas compassion. L'empathie n'inclut pas la compassion. L'empathie, c'est la capacité à comprendre les émotions d'autrui. La compassion, c'est parce que je ressens les émotions d'autrui, l'envie et la nécessité de lui apporter un bien-être. Donc bien évidemment, un pervers narcissique, quelqu'un de profondément sadique, va être capable de faire preuve d'empathie. L'empathie lui est plus que connue. C'est parce que justement il comprend les états émotionnels des gens, parce qu'il comprend ce que ressent la personne, qu'il peut prendre plaisir de la souffrance qu'il va avoir, du contrôle qu'il va avoir sur elle. C'est bien justement ça. Ce qu'il est incapable d'avoir, c'est de la compassion. Par contre, l'empathie, elle lui est totalement connue. Elle lui est même beaucoup trop connue. C'est malheureusement. Peut-être que s'il avait moins d'empathie, bah, il ne serait pas un pervers narcissique, parce que du coup, il ne comprendrait pas ce que ressentent les personnes. Il ne comprendrait pas sur quel levier appuyer pour amener la personne à ressentir telle ou telle chose. Et donc, de fait, il ne serait pas un pervers narcissique. Il serait un gros connard, potentiellement, parce qu'il serait incapable de comprendre la personne. Mais plus qu'autre chose, il serait perdu, en fait, face à une personne qui, du coup, ressentirait toute une palette d'émotions. Si la personne n'était pas capable de faire preuve d'empathie, si elle n'était pas capable de ressentir et de comprendre les émotions d'autrui, elle serait surtout perdue parce qu'elle ne comprendrait pas ce que ressent la personne en face, donc elle ne comprendrait pas la personne en face d'elle. Donc justement, l'empathie est une des caractéristiques cruciales, on va dire, c'est une personne qui est un pervers narcissique, qui est un sadique. C'est parce qu'il comprend l'émotion de l'autre, c'est parce qu'il comprend ce qui amène l'émotion de l'autre, qu'il est capable de la manipuler, qu'il est capable de prendre plaisir du fait de lui faire ressentir telle ou telle chose. Je reprends là où j'en étais. Il s'y déroule des exercices de méditation sur l'amour altruiste, l'extension de la compassion à des personnes pour lesquelles cela peut être difficile, similaire aux exercices décrits par Mathieu Ricard.
Ils discutent énormément autour de ces exercices, analysent par exemple les difficultés qu'il y a à compatir pour des profils qui ont commis des actes nuisibles. Le CEB a été mené auprès de professeurs en raison des conditions stressantes qu'ils devaient subir, et également en raison de leur potentiel à avoir un impact important et positif sur la vie des jeunes. L'instructrice donne l'exemple de Marie, une enseignante s'occupant d'enfants de 10 à 11 ans. Un matin, elle a été menacée au couteau par un élève qui a surgi dans sa classe. Un événement particulièrement traumatisant. L'élève en question a été expulsé de l'école, mais son groupe d'amis y est encore et l'a nargué, riait, alors qu'elle confiait à la classe ses difficultés. Une double violence donc. Ce soir-là, nous avons exploré la gentillesse et la compassion en classe. Pour les devoirs, les enseignants ont été invités à étendre ses sentiments à un élève difficile au cours d'une méditation guidée quotidienne sur la bonté. La semaine suivante, Marie a réussi à renverser la situation en utilisant ce qu'elle a appris sur ses émotions. Elle s'est rendue compte que lorsqu'elle pensait à l'agression, elle se mettait en colère et ne voyait plus les qualités des garçons. C'est ce qu'on nomme la période réfractaire, une période où l'émotion impose une perception tronquée. Elle a compris que leur comportement problématique était une expression tragique de leurs besoins non satisfaits. Qu'au fond, ils voulaient être heureux, ne savaient pas comment faire pour satisfaire leurs besoins. Elle a pu se souvenir de moments où ils avaient été drôles, où ils avaient été doux, et elle a pu leur souhaiter sincèrement bonne chance, ne serait-ce que pour quelques instants, en méditant. Il y a donc eu un double travail de méditation, de prise de perspective compassionnelle et de pleine conscience de l'émotion de colère, qui, on le voit, ne délégitimise pas les émotions vécues. Il s'agit davantage d'apporter une couche de compréhension bienveillante. La colère forte réduit ponctuellement le champ de vision, s'accroche aux stimuli énervants, mais cela passe. Et ensuite, on peut choisir une stratégie, une réflexion, un comportement à adopter. Le travail de méditation a été ensuite suivi d'initiatives de Marie, qui a décidé de faire quelque chose de ses connaissances. Marie a pris une décision inhabituelle. Malgré mon exhortation à ne pas introduire ce contenu dans la classe, Marie a décidé spontanément d'expliquer la période réfractaire à ses élèves. Elle a dit que c'était comme si elle pouvait voir les ampoules s'allumer au-dessus de la tête de cette bande de fauteurs de troubles au fond de la salle. C'était la première fois qu'ils montraient de l'intérêt pour ce qu'elle avait à dire. En lisant le relief sur leur visage, elle a compris qu'ils s'étaient aussi dégoûtés d'eux-mêmes, qu'ils s'étaient blâmés pour leur comportement. Lorsqu'ils ont été confrontés non seulement à la compréhension, mais aussi à une façon de se comprendre eux-mêmes, un schéma qui aurait pu faire boule de neige jusqu'à ce qu'ils atterrissent en maison de correction a été brisé. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est pas sans raison que, comme ils ont dit plus tôt, ils sont intéressés à des enseignants qui vivaient notamment des choses assez violentes. On voit qu'en donnant l'accès en fait à la méditation et donc par là à tout ce qui va être l'analyse en fait de soi-même, à un petit peu d'introspection, à l'autocompassion, on va dire, à de l'altruisme envers soi-même, ces enfants qui étaient extrêmement violents finalement avec cette enseignante, en ayant ces outils-là, ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait. Ils se sont rendus compte de la portée de ce qu'ils ont fait. Et ils se sont rendus compte que, en fait, ça ne correspondait pas vraiment à ce qu'ils voulaient. Parce que probablement que dans leur vision des choses, jusqu'à ce qu'on leur mette littéralement leur caca dans la tête, ils se sont dit, bah non, nous on est juste des rigolos. Nous on passe un bon moment en cours, mais sans plus. On n'est pas des gens méchants. On est juste en train de rigoler. Ça va. Elle a pété un câble sur un élève qui a pris un couteau, mais au final, il s'est rien passé, c'est bon. Sauf qu'au moment où, en fait, ils ont commencé à creuser un peu les tenants et aboutissants de tout ça, à partir du moment où ils ont pu avoir un petit peu accès à tout ça, à ce qu'ils y avaient en eux-mêmes, ils se sont rendus compte, en fait, de la portée de leur acte. Ils se sont rendus compte de la portée de ce que ça faisait vivre à quelqu'un d'autre, en l'occurrence leur enseignante. Et là, ils se sont dit, ah non, en fait, c'est un peu sale ce qu'on fait. En fait, ça nous fait de nous un peu des gens pas très positifs, pas très bien. Et ils s'en sont rendus compte d'eux-mêmes, en fait, parce que personne n'a spécialement envie, en général, d'être un gros connard pour le plaisir d'être un gros connard. Personne ne prend le kiff absolu de se dire « Ah, franchement, moi je fais du mal aux gens, c'est trop bien. » Lol. Il y en a toujours, on est d'accord, hein. Je vous parle bien. En général, la grande majorité des gens ne sont pas des sombres connards ultra narcissiques, ultra sadiques. Non, clairement pas. La plupart des gens ne se rendent pas compte, en fait, de ce qu'ils font et de la portée de ce qu'ils font. Et si vous leur permettez de prendre conscience de ce qu'ils font et de la portée de ce qu'ils font, ils sont capables de se remettre en question. Ils sont capables de se dire ah non, en fait c'est une connerie. Ça c'est pas bien. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la violence en fait. Et là ils sont capables de se remettre en question et finalement de changer de comportement, d'essayer d'avoir un comportement plus positif. Et je trouve ça quand même vachement intéressant.
Ça montre bien, encore une fois, c'est toute l'idée du livre, hein, En toute puissance, ça montre bien, encore une fois, que nos comportements sont déterminés par ce qu'on a vécu, par le contextuel, par plein d'éléments. Pour autant, si on a conscience de ces mécanismes, on est capable d'avoir du pouvoir sur nous-mêmes. On est capable de pouvoir choisir, d'essayer de se pousser plutôt dans une autre direction que celle qu'on prend pour l'instant et qui ne nous conviendrait pas forcément. Si on prend conscience de toutes les capacités que nous avons et de tout ce à quoi ça nous amène jusqu'à présent, on est capable de pouvoir infléchir cette courbe d'action vers quelque chose qui nous correspond vachement plus, qui nous conviendrait beaucoup plus au vu de ce que nous attend de nous-mêmes et de notre vie. Et c'est quand même plutôt positif. Je continue. Autrement dit, l'escalade de violence a été stoppée par Marie grâce à son courage et à sa compréhension nouvelle de ses besoins et des besoins des garçons qui pourtant avaient été si agressifs. Elle a renversé la situation là où habituellement le conflit n'aurait cessé de grimper. L'instructrice a également enseigné à ses enseignants qui étaient extrêmement sceptiques concernant ces programmes, qui les percevaient comme New Age, irrationnels, perchés. L'une de ces sceptiques, Linda, exprimait du dégoût, du dédain et critiquait ouvertement le programme. Ici, l'instructrice utilisait des supports pour transmettre la compassion en action. Qu'est-ce que vous faites, les chats? Vous êtes allés sur la cuisine encore. Petit coquin. Petit coquin. Ta nourriture, elle est là, en fait. Hein. T'as du saumon, là. Ça te va pas, là? Ton saumon, il est là, il t'attend. Fais un effort. Pardon, interrompu par un chat qui fait des bêtises. Je reprends donc. Ici, l'instructrice utilise des supports pour transmettre la compassion en action, à savoir l'histoire de la tribu Babemba. Lorsqu'il y a une personne de cette tribu qui fait quelque chose de mal, le village entier s'arrête, fait un grand cercle et chacun lui rappelle ce qu'il y a de bon en lui, jusqu'à ce qu'il se souvienne de sa bonté. Linda trouve en premier lieu l'histoire ringarde et estime qu'on ne doit pas faire ça avec des enfants qui se comportent mal. Et puis, je ne sais pas, une partie de moi qui avait été poussée vers le bas il y a longtemps s'est sentie touchée par l'histoire. Et j'ai commencé à me demander, pourquoi est-ce que je dois être aussi cinglante à ce sujet? Je veux dire, qu'est-ce que j'y gagne à ne pas en tenir compte immédiatement? Quand je suis allé à l'école le lendemain, j'ai raconté ce moment à mes collègues, et ils m'ont tous dit « Vous plaisantez? Vous allez essayer cela dans votre classe ?» Et j'ai dit « Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça va se présenter, mais c'est une idée différente, et je n'en suis pas sûr. Peut-être que ça va se présenter. » 2 semaines plus tard, un enfant, Sam, est à la récréation pris d'une espèce de conflit avec ses amis. Tous les enfants reviennent malheureux de la récréation et Sam est accusé de s'être comporté comme un parasite, en empêchant les autres de jouer comme ils voulaient, en les interrompant, en leur criant dessus. Alors j'ai dit, tu sais Sam, j'adorerais tenter cette expérience, et tu as tout à fait le droit de dire que non, mais je pense que ce serait génial de l'essayer. Sam était hésitant, mais il a accepté. J'ai décrit le processus tel qu'enseigné. Comment nous nous arrêtons, nous formons un cercle, et plutôt que de nous acharner sur ce qui n'allait pas, nous nous rappelons à nous-mêmes et à la personne pourquoi nous l'aimons, ce qui fait d'elle un membre précieux de la communauté. Comment son comportement actuel nous empêche de fonctionner en tant que communauté. Alors je l'ai mis au milieu, littéralement, sur le tapis. Nous nous sommes tous assis autour, et j'ai dit, vous avez le droit de passer votre tour, mais j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez, et que je reviendrai plus tard pour vous donner une autre chance de partager. Oh mon Dieu, cela restera dans ma mémoire comme l'une des meilleures expériences que j'ai jamais vécues en tant qu'enseignante. Ils ont dit des choses que l'on pouvait s'attendre d'un élève de CE1. Comment tu es un bon ami, tu es bon au basket, mais ils m'ont également époustouflé. Une de mes élèves est très égocentrique, et je n'aurais jamais imaginé qu'elle ait un quelconque degré de conscience de son entourage. Et elle a dit, j'aime que lorsque tu entres dans la classe le matin, tu dis toujours bonjour. Tu as ce grand sourire sur le visage. Tu as l'air de t'amuser tout le temps. Je me sens pas toujours comme ça. Et quand je te regarde, je me sens mieux. Et elle-même n'est pas amie avec lui. Et puis ça s'est amélioré. Il n'arrêtait pas de dire des choses comme « Tu as un super excusateur » ou « Quand tu t'excuses, je ne suis plus en colère. » J'étais complètement ému. C'est tellement beau. Une petite fille, l'une des meilleures élèves, n'intervient pas. Linda se demande si elle est émotionnellement prête, mais lui demande quand même si elle veut s'exprimer. Elle répond « Je ne veux pas le blesser ». J'ai pensé « Ok, peut-être qu'on devrait passer ». Et puis elle a dit « Mais je pense que je sais comment je veux le dire ». Bon, à ce stade, il est couvert d'amour, je me suis dit « Ok, un petit commentaire négatif ne le tuera pas ». Et il est radieux. Elle m'a dit « L'année dernière, je pense que l'école a été très dure pour toi, et tu as beaucoup lutté, et je me souviens avoir pensé que j'avais peur que tu ne réussisses pas. Et cette année, tu as travaillé si dur, et tu as fait de grandes avancées. Tu es si intelligent.
Je ne savais pas ça de toi l'année dernière. Maintenant, je le sais. Honnêtement, c'était le coup de circuit parce que tous les autres avaient dit des choses qu'il croyait ou savait déjà sur lui-même. Mais elle disait quelque chose qu'il ne savait pas vraiment sur lui-même. Et elle était assez habile pour l'exprimer. C'était vraiment beau. C'était tellement beau. Toute la conversation a duré environ 35 minutes, mais je suis presque sûr que le reste de ma journée scolaire aurait été perdu sans cela. Quand nous avons eu fini, j'ai dit maintenant nous devons nous mettre au travail. Et nous l'avons fait. C'était comme si les nuages s'étaient dissipés, qu'il y avait une ambiance très différente dans la pièce. Pendant les 15 années où j'ai enseigné, je n'ai jamais eu ce genre d'expérience. Où je pouvais avoir confiance que mes enfants pouvaient être si aimants les uns envers les autres. Vous savez. C'est super beau en vrai, c'est ultra positif, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Les effets collectifs, ça peut être très violent quand effectivement ça part sur la violence, mais du coup, si la consigne de base, c'est justement vous ne dites que des choses positives, ça peut être très très fort. Ça peut être vraiment très 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 fort. Indéniablement, il y a ici des effets collectifs. Certes, on pourrait arguer que cela ne concerne qu'une petite classe, que ça ne résout pas les problèmes structurels plus larges. Cependant, l'apprentissage transmis est énorme. Les enfants ont là un modèle de comment résoudre un conflit. On leur montre qu'il est possible de transmettre leur affection dans des moments difficiles. Cela révèle aussi des aspects inattendus chez eux, comme leur capacité d'analyse, leur attention aux autres. C'était inattendu, parce que c'était des forces jusqu'à présent totalement désactivées par le contexte, car il n'y avait pas l'opportunité de les exprimer. Il se passe quelque chose de très signifiant d'un point de vue compétences socio-émotionnelles. Les indices de néolibéralisation du contenu ne sont pas ici présents, comme on a pu le voir en extension BF. Il n'y a pas de centration sur l'ego, pas d'internalité allégeante. L'altruisme n'est pas détourné. Il n'y a pas de trace d'extrinsèquisation ni d'allégeance. Ça, c'est souvent le problème avec tout ce qui va être développement personnel ou ce genre de conneries. Où justement, vous allez prendre ce bagage-là, de base, mais vous allez le détourner pour en faire des questions en fait, égotiques. On va retourner ça comme comment est-ce que ça m'apporte à moi en tant qu'individu et purement et simplement à moi tout seul en tant qu'individu dans mon coin. Et c'est là où on voit que vraiment tout le bagage néolibéral est nul à chier, mais tellement nul à chier. De toujours centrer sur les individus en tant que tels, ça fait passer à côté le fait qu'on n'est pas des individus. C'est triste à dire, enfin, on est un individu bien entendu, mais on n'est pas tout seul. On n'est pas solitaire, on n'est pas séparés les uns des autres en fait. On vit constamment, pour la quasi-totalité de l'humanité, en coexistence avec d'autres gens, dans des groupes sociaux. À plus forte raison si vous vivez dans une grande ville ou dans des quartiers particulièrement proches les uns des autres, vous vivez constamment entouré de gens, en communion avec des gens. Vous vivez constamment dans des interactions. Si à un moment donné vous êtes seulement centré sur votre petite personne individuelle, à vous de votre côté, ça n'apporte rien, ni à vous, ni aux autres. Parce que, à force d'être centré sur vous, tous les apports que vous auriez de l'autre, vous y passez pas, en fait. Ça passe à côté de vous. Tout ce que vous pourriez apporter à l'autre personne, ça passe à côté aussi. Et tout ce que vous auriez pu apporter à l'autre, qui au final aurait pu faire que l'autre personne aurait pu vous apporter à vous aussi, ça n'arrive pas. Puisque vous êtes centré sur votre petite personne. Si justement vous êtes vraiment sur un travail de groupe, de pensée de groupe, d'empuissantement du groupe, du collectif, là par contre, ça vous apporte à vous, ça vous apporte aux autres, et les autres peuvent de nouveau vous apporter à vous. Et c'est quand même très agréable et très positif comme vision des choses. Ça donne un peu plus envie d'aller faire groupe, justement. Je trouve ça quand même vachement intéressant. Je continue. Comment est-ce qu'un management serait plus compassionnel ? Comme on l'a vu précédemment, la compassion peut émerger de tout l'environnement social, qui se mobilise pour apaiser les souffrances. Les chercheurs ont donc cherché à modéliser comment agirait un leader compassionnel, entraînant ce cercle vertueux d'altruisme. Nous avons mis le détail du modèle sur notre site. Voici un résumé de ce dont il y aurait besoin. Une co-construction entre les membres, et surtout pas un leadership autoritaire vertical. On revient sur cette même idée, le groupe apporte, l'individu tout seul n'apporte pas au final. Malheureusement, il n'apporte pas parce qu'il n'en est pas capable. Si vous avez un leader autoritaire absolu vertical, le problème c'est qu'il va peut-être pouvoir répondre rapidement à une situation de crise donnée, allez admettons, mais pour tellement d'autres choses, il ne sera pas bon, il ne sera pas compétent, il ne pourra pas apporter, parce qu'un individu ne peut pas être surhumain et répondre à tout le temps. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça, c'est pas fonctionnel. Donc on revient vraiment sur l'idée que la co-construction, c'est là où vous allez avoir la force du groupe, l'apport du groupe, le point de vue pluriel qui peut permettre justement de passer à travers toutes les différentes mailles des crises, on va dire, qui peuvent éventuellement se présenter, quelle que soit la crise en question.
Une reconnaissance de la souffrance qui advient, et non pas un déni ou un blâme. Des possibilités d'exprimer la souffrance, et non un découragement à le faire. Une écoute des souffrances exprimées. Une légitimation de la souffrance comme étant de la souffrance. Une injection d'attention, de temps, de moyens, de ressources pour faire quelque chose qui résout les problèmes à l'origine de la souffrance. Pour les leaders, ils ont à contrecarrer en eux les effets de l'ivresse du pouvoir liés à leur statut, car le haut statut est souvent accompagné d'une inattention de l'autre. Là d'ailleurs, ça c'est important de le noter aussi parce qu'on est dans des sociétés qui, à l'heure actuelle, ont des formats très pyramidales, si ce n'est quasi exclusivement pyramidal. Donc de fait, il y a des leaders. On ne peut pas couper l'existence des leaders parce que c'est comme ça que fonctionne la société en grande majeure partie. Donc tant qu'on n'aura pas fait des changements sociaux un peu plus profonds, ça sera compliqué de se passer de cette position de leader. Par contre, du coup, quand on est en cette position de leader, parce que, encore une fois, on a été engagé pour dans telle ou telle entreprise, il faut être capable, en tout cas essayer autant que possible, de mettre de côté les travers du fait d'être sur cette position de pouvoir. Parce que, on le sait, le pouvoir corrompt, c'est un fait. On le voit parce qu'on va avoir là, comme c'est dit, un haut statut qui va faire qu'on va faire moins attention à l'autre, on va être plus centré sur nous-mêmes, ce genre de choses. La pensée bourgeoise, si elle pose problème, par exemple, si j'attaque un petit peu sur le capitalisme et tout ça, c'est parce que la pensée bourgeoise se situe à une hauteur différente. Comme justement, ils ont des moyens qui sont les leurs, qui sont leur cadre de vie, ils sont assez généralement incapables de comprendre les situations de vie de personnes qui ne sont pas au même niveau, parce qu'ils ne le vivent pas. Et de fait, c'est par exemple ça qu'ils peuvent avoir des comportements aussi violents, aussi peu compassionnels, qui peuvent être vraiment très, très pourris, mais parce qu'ils sont inattentifs à ce que vivent les autres, parce qu'ils ne le vivent pas, tout simplement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de faire attention. Là, c'est plus spécifique dans le monde du travail, puisqu'on est vraiment sur, en tant que management, comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique, mais dans les aspects de la vie de tous les jours, ça peut aussi arriver, et c'est important de garder ça en tête. Les leaders peuvent montrer l'exemple en étant eux-mêmes empathiques. Un développement des relations de confiance, d'entraide, de respect mutuel au quotidien. Des actions de compassion allant des plus petits, être à l'écoute, comme des plus grandes. Investir fortement pour améliorer les conditions de travail. Seulement, voilà. Oui, effectivement, des organisations ont changé de cette façon, sont extrêmement rares. Et les leaders compassionnels faisant en sorte de s'autodiscipliner pour ne pas tomber dans l'ivresse du pouvoir et de son absence de compassion semblent encore plus rares. Pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque la compassion ? Le conformisme, l'ethnocentrisme, la dominance sociale, la triade noire. Les différents bloqueurs de la compassion. Bien que la vertu d'un comportement, d'une action ou d'une motivation compatissante ou altruiste soit assez unanimement reconnue comme bonne dans une grande majorité de cultures, la compassion peut être bloquée par de nombreuses raisons, situationnelles, contextuelles, personnelles, sociales. On peut la bloquer sous différentes facettes. S'interdire toute autocompassion, s'interdire d'en recevoir d'autrui, ou encore refuser d'en donner à autrui. Selon les personnes, une ou plusieurs facettes peuvent être bloquées. Par exemple, les personnes vont être compatissantes pour autrui, mais pas envers elles-mêmes. Ou dans un profil inverse, être autocompatissantes, accepter de recevoir de la compassion, mais refuser d'en donner à autrui. Ces blocages peuvent être d'une nature très différente. Il peut y avoir des conditions extérieures qui s'opposent à l'activité compassionnelle d'une personne, et ce malgré sa volonté d'aider. En cela, le problème n'est pas qu'elle manquerait de compassion, mais que l'environnement social l'empêche de l'exercer par des conditions et des politiques anti-compassion. Par exemple, le manque de moyens à l'hôpital qui bloque les personnes dans leur élan de compassion, puisqu'elles sont empêchées d'agir de façon idéale. Là, typiquement, on revient sur un exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Quand je travaillais en hôpital privé, j'avais des membres de l'équipe, des infirmiers et des infirmières, qui justement avaient un comportement qui n'était pas compatissant et qui même parfois était pas empathique. Parce que la nécessité du travail, parce que le fonctionnement même, l'organisation du travail leur empêchait de mettre en place ces ressorts-là. Et encore une fois, je vous ressors l'exemple que je vous ai déjà dit tout à l'heure, j'avais une infirmière en particulier qui, elle-même, une fois qu'elle avait fini sa journée de travail, qui parfois pouvait être jusqu'à 12 heures de travail à la suite, faut vraiment voir que les horaires peuvent être très très violents quand vous êtes infirmier, infirmière, ça peut être vraiment très lourd dans le soin. Malgré ça, une fois qu'elle avait fini sa journée de travail, qu'elle n'était plus en tenue d'infirmière, qu'elle était en tenue de civile, elle allait passer dans les chambres de certains des patients qu'elle avait vus au cours de la journée qui avaient justement besoin d'un peu de réconfort, un peu d'empathie, un peu de compassion, et elle passait pour leur apporter ça, parce qu'elle avait vu que dans la journée, à cause de la structuration du travail, elle ne pouvait pas faire ce travail-là. Il n'était pas possible. Le travail en lui-même ne le permettait pas. Par contre, du coup, elle venait le faire en dehors de la journée de travail, sur son temps libre.
alors qu'elle était déjà épuisée, qu'elle en pouvait déjà plus. Mais c'est bien là où il faut bien voir que les conditions extérieures sont extrêmement importantes. Encore une fois, je vais reprendre le cas aussi de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les RH. J'ai connu des RH qui manquaient totalement d'empathie et de compassion, mais pas parce qu'en tant qu'individu ils en manquaient, parce que leur travail et les missions qu'on leur donnait les empêchaient de faire preuve de compassion et d'empathie. Et du coup ils étaient obligés de faire une barrière parce que sinon, en fait, ils n'étaient pas capables de réaliser les tâches et les missions qu'on leur donnait, qui étaient normalement censées être réalisées par leur travail en fait, qui étaient attendues par la direction. Et c'est vraiment là qu'on se rend compte que les conditions extérieures peuvent être extrêmement bloquantes à tellement de niveaux, et surtout dans nos sociétés occidentales qui sont très très loin d'être positives, notamment dans le monde de l'entreprise, grâce à notre modèle idéologique très néolibéral capitaliste. Mais bon, bref. Je continue. L'individu peut éviter la compassion par conformisme, dans une situation où personne n'est compassionnel. L'effet spectateur, par exemple. L'effet spectateur, je vous en ai déjà parlé. C'est ce qu'on a en fait quand vous avez une agression, par exemple dans une rue, vous êtes là en train de marcher dans la ville, vous voyez quelqu'un qui se fait agresser, et en fait, personne ne va agir. La personne se fait agresser devant vous, mais si vous regardez à gauche, à droite, vous vous rendez compte que toutes les personnes qui sont là, il y a personne qui réagit. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet spectateur. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quelle est la bonne réponse à faire. Vous ne savez pas. Donc en fait, vous allez regarder à droite, à gauche, c'est une ignorance collective, hein. Vous allez regarder à gauche, à droite, vous allez vous rendre compte que les gens n'agissent pas. Et donc vous partez du principe que c'est que c'est la réponse à donner, faut pas agir. Sauf qu'en fait, il est extrêmement probable que en fait, toutes les personnes, les unes autour des autres, les unes et les autres autour de vous, sont exactement dans la même situation, en train de se dire qu'est-ce que je fais en fait, est-ce que j'agis, est-ce que j'agis pas. Sauf que du coup, tout le monde se dit ah bon, personne agit, donc c'est que je dois pas agir, et on attend. Et ça, c'est l'effet spectateur. C'est typiquement le conformisme qui se met en place. Comme personne ne fait rien, on va pas sortir du lot, on va se conformer et ne rien faire. Autrement dit, on imiterait la non-action d'autrui, ou encore son action anticompatissante, parce que nous analysons leur comportement d'indifférence ou d'inaction comme un probable modèle de que faire face à la souffrance. C'est ce qu'on a vu en extension M. Comme quoi, vous voyez, on retombe sur nos pieds. L'individu peut avoir un comportement anti-compassion par soumission à l'autorité, quand une autorité ordonne de faire des actes non bienveillants. Une majorité de personnes obéit malgré une conscience de la douleur de la cible. C'est ce qu'on a vu en extension ME. Là, on peut penser par exemple à tout ce qui va être militaire, où vous allez avoir des ordres qui peuvent être extrêmement violents, et qui vous poussent à faire des choses extrêmement violentes. Mais vous avez tout simplement la soumission à l'autorité. Quand vous êtes dans l'armée, vous êtes sous les ordres de votre officier, qui lui-même est sous les ordres de son propre officier, ainsi de suite, supérieur. Et si en soi, ce qui est dit d'en haut, c'est il faut aller faire tel truc, les autres se transmettent, et vous, tout en bas, vous êtes là et vous réalisez l'action, quoi. Le test de Emmerich. Qu'est-ce que le test de Emmerich là comme ça, ça me dit pas grand chose là comme ça, je sais pas de quoi tu parles. Celui de l'électricité. Ah non, c'est pas Emmerich. Tu parles des chocs électriques, de la soumission à l'autorité par rapport au... tu poses des questions, si tu réponds faux, on te met un choc électrique. C'est pas Emmerich, c'est... Putain, c'est qui? Ah, je l'ai plus. Mais c'est pas Emmerich. Sûr et certain, c'est pas Emmerich. Je sais pas si on a toujours notre camarade dans le fond ou pas. Est-ce que V6 est toujours là? Peut-être qu'elle a le nom. Sinon, je suis en train de chercher sur internet éventuellement. 1000 grammes. Oui. Oui, l'expérience de 1000 grammes. Tout à fait. Oui. Oui. C'est ça. Exactement. Merci du coup la copine. Tu as toi-même trouvé la bonne réponse. C'est beau. C'est beau. Mais oui, Emmerich, ça me disait rien du tout. J'avoue, là, c'était pas ça. Mais 1000 grammes, clairement. L'expérience de 1000 grammes. Je continue. Et du coup, effectivement, pour répondre à ta question quand même, oui, l'expérience de 1000 grammes, tout à fait, c'est de la soumission à l'autorité. On va répondre à l'autorité, au symbole d'autorité de la personne. On a vu d'ailleurs que selon les symboles d'autorité qu'il y avait, on pouvait être plus ou moins réceptif. C'est-à-dire que plus ils sont ténus et moins on est poussé à obéir vraiment jusqu'au bout. Enfin, à obéir même beaucoup, on va dire. Là où, par contre, plus l'autorité est très notifiée et très notifiable, là les gens sont d'autant plus poussés à obéir longtemps en fait. Et donc effectivement c'est là où on va faire des actions qui sont totalement malveillantes en fait, parce que infliger des chocs électriques c'est malveillant, surtout qu'on rappelle que dans le cas de l'expérience,
Le comparse, donc évidemment ne reçoit pas de vrai choc électrique, mais par contre fait vraiment preuve d'une palette de douleur. Il exprime une palette de douleur, quand bien même c'est un acteur et quand bien même il ne reçoit pas vraiment de choc électrique. La personne qui par contre appuie sur le bouton, pour elle, il constate que la personne en face souffre en fait. Il voit que la personne souffre. Et donc de fait, il sait que ce qu'il fait est violent. Mais il va quand même respecter l'autorité qui est mise en place et appuyer sur les différents chocs électriques au fur et à mesure. Donc effectivement, c'est typiquement le cas. C'est typiquement le cas. Je continue. L'individu peut avoir un comportement anti-compassion par pression sociale, parfois appelé par les spécialistes du génocide la soumission horizontale. L'individu a des comportements anti-compassion parce que ses pairs, ses collègues, ses proches, son groupe l'incitent à en avoir. C'est ce qu'on a vu en extension ME. Bon, là, c'est pas la pression par l'autorité, c'est pas par dessus que vient la pression, c'est par nos pairs. Parce que tous les gens avec lesquels on s'identifie comme appartenant à un même groupe ont son comportement, qui peut être un comportement violent, qu'on aborde ce comportement là. Mais là, on n'est vraiment pas sur le côté, on va dire, conformisme, dans le sens, c'est pas des inconnus. La pression ne se fait pas par nous parce que tous les gens autour de nous ne font pas ça. C'est parce que tous les gens autour de nous sont des gens qu'on identifie comme étant de notre groupe social à nous. Et comme on identifie ces gens comme étant de notre groupe, et donc nous de leur groupe, si les gens de ce groupe-là font cette action-là, alors c'est que moi aussi je dois la faire. C'est plutôt cette idée-là. Je continue. Il peut y avoir un soutien à des politiques, à des mesures, à des conditions qui causent la souffrance chez autrui par une croyance en un monde juste de l'individu. Par exemple, si l'autre souffre, ce qu'il l'a sans doute mérité, qu'il l'a bien cherché, ou qu'il ne mérite pas de ma compassion, parce qu'il n'a fait aucun effort. On a pu le voir par exemple chez les spectateurs dans l'étude des Holliner. Certains croyaient que les juifs avaient mérité leur mauvais traitement durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un ressort qui est toujours présent aujourd'hui, cette fameuse croyance en un monde juste. En fait, le monde, il est fait quand même vachement bien, donc en vrai, in fine, tout ce qui se passe est logique, cohérent et normal. Ça va vers le moins pire, voire même, pour certains, ça va du mieux en mieux. Et donc du coup, comme le monde est juste, que si tu fais une erreur, tu payes pour ça, si tu vois quelqu'un qui est en souffrance, tu te dis, c'est qu'il paye pour une erreur qu'il a commise. Donc finalement, c'est mérité. Donc OSEF. Et effectivement, c'est le genre de mécanisme qu'on a typiquement dans le cas de tout ce qui va être xénophobie. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, les personnes qui regardaient les juifs être génocidés et qui ne foutaient rien, qui juste étaient là en train de se dire, ouais, en fait, si les juifs se font tuer, exterminer, c'est probablement qu'ils l'ont mérité, et puis voilà, hein. Alors qu'en fait, bien sûr que non. C'est littéralement des gens qui n'ont rien demandé, qui parfois étaient leurs voisins, qui parfois ont passé peut-être des décennies à vivre côte à côte, à s'échanger des trucs, à être proches, et qui n'avaient jamais, en aucun cas, mérité d'être génocidés comme ça par des fanatiques. Enfin voilà, c'est. Mais ce mécanisme-là existe aussi, faut pas l'oublier. On continue. Il peut y avoir un soutien à des politiques. Si. Ça commence pareil? Oui. Il peut y avoir un soutien à des politiques, à des mesures, à des conditions qui causent la souffrance chez autrui par autoritarisme de droite. Donc CF, le RWA, ou encore personnalité autoritaire qu'on verra dans le chapitre O. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à aller voir, du coup là, typiquement pour ce cas-là, les vidéos sur l'autoritarisme qui sont actuellement en train de sortir sur la chaîne Horizon Gull, la chaîne faite par Shaika. Enfin, il me semble que c'est plus particulièrement Shaika qui travaille sur la chaîne Horizon Gull. Donc là, typiquement, vous avez tout un dossier de vidéos qui sort sur l'autoritarisme, et notamment l'autoritarisme de droite. Donc c'est assez éclairant pour ces questions-là. Ce profil a un fort ethnocentrisme, il discrimine les exogroupes, supériorise son propre groupe, a une agressivité autoritaire, tendance à adhérer à toutes les mesures contre les exogroupes, une soumission à l'autorité et un conventionnalisme qui est sous forme de conformisme et a des tendances à la soumission horizontale. Bon là c'est carrément une vision très particulière où effectivement l'autoritarisme de droite, en gros c'est des fascistes, hein. Voilà, c'est les fascistes. Donc forcément, vous avez en fait tout un tas de mécanismes qui vont coexister côte à côte, allant bien évidemment du fait qu'on va considérer que notre groupe social est au-dessus des autres, les autres sont des inférieurs, donc déjà ça permet de faire des choses assez horribles dessus, puisque de toute façon on estime que c'est des sous-humains, c'est des sous-groupes, donc on peut taper dessus, c'est pas grave. En plus de ça, vient se rajouter la soumission à l'autorité. Si notre autorité nous a dit qu'il fallait faire ça, on est d'autant plus enclin à le faire, surtout si en plus de ça, du coup on considère que ce groupe-là est un groupe social inférieur. Et ainsi de suite. Bref, tout un tas de mécanismes bien dégueulasses. Je vous renvoie vers les vidéos dossiers sur les autoritaires, qui est vraiment très cool. Et je continue.
Il peut y avoir un soutien à des politiques, à des mesures, à des conditions qui causent la souffrance chez autrui par dogmatisme. Cela peut être un dogmatisme de n'importe quel parti politique, comme un dogmatisme sur un sujet moins directement lié à la politique. Il s'agit d'une rigidité de son système de croyance. Alors le dogmatisme, c'est à partir du moment où quand vous avez une croyance, vous allez cadrer cette croyance de manière très fixe et en fait tout voir à travers un prisme particulier. Même les éléments, on va dire, qui reviendraient mettre en question cette croyance vont être en fait minimisés et peu à peu être intégrés à votre dogmatisme de manière à continuer à confirmer votre vision des choses. Et donc effectivement, là pareil, si on voit qu'il y a des gens qui souffrent, ça peut tout à fait être amené par le dogmatisme à être totalement nié, ou après à être justifié par le dogmatisme et de dire que finalement c'est peut-être un chemin obligé pour aller vers du mieux, ou ceci, cela, enfin bref. C'est des mécanismes qui sont assez violents aussi. D'ailleurs, pareil, ils sont vachement explicités dans les vidéos sur les autoritaires. Il y a d'ailleurs un épisode particulier, je crois que c'est peut-être le dernier qui est sorti, ou l'avant-dernier, je sais plus, qui revient pas mal sur le dogmatisme, parce que le dogmatisme marche très bien avec l'autoritarisme de droite. Je continue. L'anticompassion est également liée à un statut supérieur et à la dominance sociale, CF le SDO. Plus l'individu est favorisé dans la société ou à des conditions favorables, statut professionnel, bon revenu, n'est pas discriminé défavorablement, etc., moins il éprouvera d'empathie, de compassion ou d'altruisme pour autrui. Il sera anti-égalité, il favorisera ce qui le favorisera lui. Il n'éprouvera pas de compassion pour l'exogroupe. On le verra plus en détail dans l'extension O. Là, on revient un petit peu sur les grands exemples que je vous ai donnés tout à l'heure sur tout ce qui est en fait, par exemple, les comportements bourgeois, où les gens ne se rendent pas compte en fait de ce que vivent les autres, déjà d'une part, et surtout tous les avantages qu'ils ont, eux, forcément, ils vont pas mettre en place des mesures qui vont les réduire ces avantages, puisque ça les avantage. Et de fait, ça peut amener à des lois, à des comportements qui sont extrêmement toxiques et violents. Si on prend là un aspect politique très simple qu'on a actuellement. On discute pas mal de la réforme des retraites en France actuellement, et on constate que de manière très récurrente, la plupart des personnes qui soutiennent vraiment beaucoup ces lois-là, ces réformes-là, c'est des personnes qui n'en sont pas concernées. Du coup, c'est vachement plus facile de mettre en place des lois qui sont vachement violentes si t'es pas concerné. C'est rigolo. C'est rigolo. Enfin bref, le jeu continue. Et enfin, l'individu peut n'avoir aucune motivation à compatir, ni à être altruiste ou faire des actes prosociaux, parce qu'il a des traits de la triade noire, attitude, comportement, disposition antisociale, sadisme, machiavélisme, narcissisme, psychopathie, etc. A noter que le SDO est très lié au narcissisme et au machiavélisme. Les causes de ces bloqueurs de compassion. Ces bloqueurs de compassion sont déterminés à la fois par des causes situationnelles, liées aux environnements sociaux proximaux, l'entreprise, l'institution dans laquelle travaille l'individu, l'école, sa famille, etc. ou disto, culture, politique, situation économique du pays, etc. et par des causes dispositionnelles, des traits de personnalité, des attitudes, etc. Cependant, même les causes dispositionnelles ont souvent pour cause première les environnements sociaux qui ont permis d'exprimer certaines dispositions. Par exemple, les actes de très haut sadisme dans le génocide sont toujours permis par un contexte issu de politiques particulières, ordonnant, incitant, permettant l'expression d'actes sadiques. Selon Jacques Semelin, les génocides ont toujours pour cause première les dominants d'une époque et d'un lieu, et jamais l'initiative personnelle d'un peuple. Il y a toujours une influence descendante d'une élite, qu'elle soit politique, intellectuelle, culturelle, entrepreneuriale. Et ça, c'est vachement important. Pourquoi est-ce que c'est vachement important? Parce que typiquement, si vous prenez le cas du génocide juif, typiquement, qui est quand même assez, on va dire, récent dans l'histoire humaine, c'est pas le peuple allemand qui s'est dit « Oh putain, venez, on va cramer tous les juifs, c'est trop bien ». Bien sûr que non. À aucun moment, le peuple allemand s'est dit « Putain, vas-y, on fait ça ensemble ». Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une élite particulière, en l'occurrence les personnes nazies, qui ont pris le pouvoir au sein du pays, genre un certain Hitler, et les membres du parti qu'il avait, qui ont pris le pouvoir en Allemagne et qui ont commencé peu à peu à mettre des lois, à mettre en place en fait un contexte politique ultra violent envers les juifs et qui a amené ensuite à leur permettre de mettre en place le plan d'extermination des juifs. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec l'Allemagne nazie. Mais le peuple allemand, à aucun moment, il s'est dit « Vas-y, chaud patate, c'est une trop bonne idée. On fait ça ». Bien sûr que non. Ça vient toujours d'une élite. Et c'est comme ça toujours systématiquement. Sans parler sur des génocides, mais en parlant de comportements justement, on va dire, négatifs, en entreprise c'est pareil. À aucun moment vous allez avoir des comportements en entreprise qui sont décidés par l'ensemble des employés qui se disent « Oh putain, bon plan, venez, on va massacrer Billy ». Bon plan, hein.
On va le faire souffrir, on va le mettre de côté, on va le ségréguer, on va faire des discriminations. Ah, quelle bonne idée! Non, pas du tout. C'est parce que la structuration même de l'entreprise, et la structuration de l'entreprise vient notamment de la direction, qui a les moyens pour la remettre en question, pour la changer, ce genre de choses. S'il se passe quelque chose dans une entreprise, si le cadre de l'entreprise est d'une certaine manière, c'est pas sans raison. C'est que la direction l'a choisi à un moment donné. Ça peut remonter à une direction qui date d'il y a peut-être 20 ans et qui n'a jamais été remise en question depuis, mais c'est quand même dû de près ou de loin à la base à une élite, même si c'était il y a 20 ans. C'est juste que ça n'a jamais été remis en question. Et si ça n'a jamais été remis en question, c'est parce qu'on retombe sur le point qu'on avait soulevé juste avant. À un moment donné, les personnes à la direction, ça leur avantage que ça fonctionne de cette manière-là. Sinon, ils l'auraient remis en question depuis longtemps. Bref, tout ça pour dire que s'il y a des comportements qui sont vraiment violents en entreprise, c'est jamais de la part des employés, on va dire, du commun que ça vient. Ça vient toujours de la part de la direction, de près ou de loin, qui ont mis en place ces fonctionnements qui poussent à ces comportements-là et à cette violence-là. Toujours, systématiquement. Je continue. Des causes totalement extérieures à la personne. Lorsque les conditions extérieures bloquent la compassion, les causes sont totalement situationnelles, puisque l'individu veut être compatissant, altruiste. Mais l'environnement social l'en empêche. Le contexte peut poser d'immenses obstacles à ces actes, et alors entraîner des épuisements type burn-out. Brown, Crawford, Gilbert et Gall, en 2014, ont exploré les expériences de compassion des cliniciens dans les unités psychiatriques. Tous souhaitaient fournir des soins compatissants à leurs patients, mais ce qui a causé des problèmes et de la fatigue était contextuel. Pénurie de personnel, bureaucratie, contraintes de temps sévères sur les rôles de soins, déclassement du personnel pour des économies de coûts, réorganisation constante de la gestion, manque de soutien en cas de problème, incertitude quant à l'avenir. Les chercheurs en appellent à se méfier des interprétations, qui diraient que l'empathie ou la compassion s'épuise, souvent dans le milieu hospitalier, comme si trop de compassion menait directement au burn-out. Souvent, ces études ne prennent pas en compte les conditions auxquelles sont soumises les personnes voulant aider. Or, ce sont ces conditions qui causent l'épuisement, et non le fait qu'elles fassent preuve de beaucoup de compassion. Là encore une fois, je vais vous ramener à l'exemple que je vous ai transmis tout à l'heure, qui est donc un exemple situationnel, un exemple que moi j'ai eu en entreprise. Dans un hôpital privé, j'avais une infirmière qui faisait preuve d'énormément de compassion, puisque, encore une fois, à la fin de ses journées, elle prenait le temps d'aller voir les différents patients qu'elle n'avait pas pu aller voir pendant la journée de travail. Elle a fait preuve de beaucoup de compassion, genre vraiment beaucoup. Je pense pas, vu la manière dont elle fonctionne, que ça va l'amener à un burn-out. C'est pas ça qui va l'amener à un burn-out. C'est plutôt les conditions de travail qu'elle a, tout le moment de sa journée de travail, les 12 heures où elle se mange des conditions de travail, mais abominables. Et moi encore, quand j'étais dans cet endroit, j'y étais avant Covid. Je n'ose même pas imaginer la tension dans laquelle les personnes soignantes sont aujourd'hui. Parce que je suis plus du tout dans les hôpitaux depuis que la pandémie s'est déclenchée. Et les confinements, et le manque total de moyens, et encore une fois, le manque de moyens qui est récurrent et qui continue à s'accentuer alors qu'on est en pleine putain de pandémie, quoi. Donc franchement, c'est clairement pas la compassion dont elle fait preuve à la fin de la journée, même si ça lui prend du temps sur un temps de repos en soi. C'est absolument pas ça qui va la bouffer. C'est les conditions de travail dans lesquelles elle se retrouve toute la journée, qui sont des tensions phénoménales, des frustrations phénoménales, qui te bouffent toute la journée, qui te détruisent, et qui t'empêchent justement de faire preuve de compassion au cours de la journée. C'est ça qui te détruit. C'est ça qui va amener à un épuisement et à un burn-out au final. C'est absolument pas le fait de faire preuve d'empathie, de faire preuve de compassion. Pas du tout. Je continue. La solution est donc ici de s'attaquer aux obstacles qui empêchent les personnes d'œuvrer avec compassion. Et ces obstacles se trouvent dans l'organisation, dans les politiques des environnements sociaux proximaux et distaux. Et comme ces situations sont à fort risque de burn-out pour les personnes concernées, il y a pour les autres groupes à surmonter l'effet spectateur, car ces derniers peuvent les soutenir lors de leurs revendications, ayant possiblement plus d'énergie à disposition. Et ça aussi, c'est vrai que c'est important. Éviter la honte. Un facteur anti-compassion pour les autres et pour soi. Le conformisme, la pression sociale, la soumission à l'autorité, l'effet spectateur, lorsqu'ils ne sont pas en lien avec un RWA ou un SDO élevé, sont liés à l'évitement de la honte, à l'évitement du jugement social. Mais cette peur du jugement social et cette honte sont des dispositions liées au mauvais traitement des environnements sociaux proximaux et distaux. Ces environnements ont pu humilier la personne, saper son estime de soi, la dévaloriser, avoir des attentes démesurées à son égard, voire impossibles à atteindre, comme des injonctions paradoxales, telles que demander être à la fois autonome et interdire l'initiative personnelle par exemple. La personne tente alors d'éviter d'être humiliée à nouveau, ou va se conformer pour tenter de restaurer son estime de soi, gagner une meilleure image auprès d'autrui. Prenons l'exemple de l'effet spectateur.
S'il y a un individu en souffrance dans un endroit public, plus il y a de personnes dans celui-ci, moins elles lui viendront rapidement en aide. Et moins il y a de monde, plus l'individu en souffrance a de la chance d'être sauvé rapidement. Ici, la compassion est bloquée par la peur de se comporter d'une manière inappropriée, en aidant. Face à un individu en souffrance, l'individu lambda peut faire l'hypothèse que si les autres ne font rien, c'est pour une bonne raison, qu'il faudrait éviter. Ce n'est pas lié à un sadisme individuel ou à une absence généralisée de prosociabilité. La peur de la honte, de mal se comporter, d'être jugé négativement par tous ces gens présents, supplante l'empathie, l'altruisme, la compassion. Ce n'est ni un sadisme, ni une faiblesse, ni être con de la part des spectateurs inactifs. Nous sommes des animaux sociaux, et les humiliations, l'ostracisation, nous causent une profonde douleur, similaire à des blessures physiques. Ainsi, il n'est pas anormal que nous cherchions à l'éviter. L'inverse, à savoir faire acte de compassion, peut demander un courage social très élevé. Parce qu'il demande de s'opposer à tout l'environnement social et à ses attentes, et donc à s'accepter l'idée de vivre une potentielle forte souffrance sociale, possiblement très violente selon les contextes, comme on a pu le voir en extension ME. On remarque d'ailleurs que le courage altruiste est également possible parce que l'individu se lance dans l'action compatissante sans réfléchir aux conséquences, par réflexe face à l'insupportable de la souffrance. Et réfléchir, ne pas être dans l'automatisme, est parfois nuisible à l'altruisme. Cette peur de la honte, qui peut bloquer la compassion pour autrui dans certaines situations, bloque également l'autocompassion, et elle peut être liée à une haine de soi. Stweg, je sais pas le dire, Tangney, Kondal, Folk, Meyer, Dering en 2014, Tangney, Stwig en 2007. On pourrait imaginer que se sentir honteux amène donc à se rattraper, être plus vertueux dans le corps social, notamment via les actes de compassion. Mais c'est également le contraire, la honte est plus susceptible d'être connectée à l'évitement de la responsabilité, à la colère, à la dissimulation, à l'agression. Gilbert, 1998-2007. La honte pose une menace sur notre identité sociale, donc on peut craindre d'être honteux à nouveau, d'être rejeté ou attaqué. Ce qui peut nous pousser à nous conformer à des comportements préjudiciables envers nous-mêmes et envers les autres. Gilbert, 2017, B. La peur de la honte peut inhiber la compassion, mais aussi supprimer le courage moral et la préparation à lutter contre l'injustice et les comportements non compatissants. La honte peut nous empêcher de tendre la main aux autres et nous empêcher de recevoir la compassion et de la donner. Pour bien comprendre comment cette peur du jugement social, cette peur d'avoir honte nous empêche d'être compassionnels, l'expérience de Milgram, bah tiens, Dagoupil, c'est pour toi, dont on a parlé en extension AME, est très parlante. De nombreuses situations où l'on doit agir pour arrêter la souffrance demandent du courage. Le courage de s'opposer à un autre, le courage d'entrer dans le conflit avec un autre, le courage d'assumer ses émotions négatives comme vraies et d'aller au bout de ce qu'elles demandent. Ainsi, si être compatissant peut être très aisé lorsque l'environnement social est favorable à ces comportements, les valorise, ou du moins ne les empêche pas, cela devient un défi qui demande du courage lorsque l'environnement social s'y oppose. C'est pourquoi les personnes dont l'estime de soi est diminuée, ou dans la haine de soi, sont honteuses et peuvent se conformer de façon anticompassionnelle. Elles n'ont pas l'énergie ou l'angle psychique nécessaire pour engager cette démarche de courage, qui apparaît comme très coûteuse en termes de risque de rejet, de distanciation avec autrui, d'abandon social. Bref, elles peuvent se retrouver en risque de sapage de proximité sociale. Cependant, les chercheurs montrent que souvent les gens surestiment le coût des actes de compassion, que ce soit sur le plan des ressources à engager pour aider autrui, temps, énergie, argent, comme des conséquences négatives. Individuellement, l'antidote à ce blocage serait de tester l'acte compatissant, à petits pas, sans préjuger de ce que l'acte va coûter. Par exemple, les désobéissants dans l'expérience de Milgram ont tous commencé par poser beaucoup plus de questions que les autres, par interagir avec l'autorité, ce qui leur a donné la force de dire non par la suite. Et cela s'est fait sans préjuger des conséquences, ni se baser sur des conséquences négatives qui ont eu lieu par le passé. Les conséquences peuvent au contraire être positives, restaurer de l'estime de soi. Il y a le courage qu'on se prouve à soi-même. À nourrir la proximité sociale, l'autre est reconnaissant d'être aidé, on est lié positivement à lui. À nourrir le besoin d'autonomie, on a exercé sa liberté malgré les obstacles à celle-ci. Nourrir le besoin de compétence, on a réussi une action qui présentait pourtant une certaine difficulté, qui n'était pas gagnée d'avance, et apportait globalement du bonheur.
Ça fait combien de temps qu'on est en VOD au fait? Ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment, ça fait déjà 1 heure. Je pense qu'on va peut-être arrêter la VOD par là. En vrai de vrai. On va peut-être arrêter la VOD par là. Il est quoi? Il est 15h40 et on a fait la VOD à 14h30. Donc oui, on va couper là. Petite fougère de YouTube, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous pour cette VOD. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Des bisous. Ciao ciao ciao.